Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer. De toute façon, ceux qui arriveront en route ne rateront que l'introduction. Est-ce que tout le monde entend bien? J'attends juste une confirmation. Super, merci. Alors, merci d'être là pour ce webinaire Monter son partenariat tech avec une entreprise espagnole. Tout de suite, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, Kevin Chenescu de Business France. Simplement pour le dérouler, vous pouvez poser tout au long de nos présentations des questions dans la partie discussion en bas. Nous répondrons plutôt aux questions à la fin pour permettre d'abord les présentations plus fluides et ensuite nous répondrons à tout. Donc voilà, Kevin, je te laisse te connecter, mettre ton micro et ta caméra. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Allô, allô? Ok. Donc, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous saluer depuis Barcelone. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis sur le développement international chez Business France en Espagne. Ça fait à peu près 4 années que je suis en Espagne et j'ai accompagné notamment à peu près une centaine d'entreprises technologiques sur leur développement commercial ici en Espagne, sur des missions très diverses, de l'étude de marché jusqu'à la mission de prospection, voire sur des gros salons. Donc l'idée, pour moi ce matin, ça va être de vous présenter l'écosystème technologique espagnol, de vous donner une bonne vue d'ensemble et de vous donner quelques opportunités business qu'il y a pour les entreprises françaises ici en Espagne. Donc je vais passer à la slide suivante. Là vous voyez mon contact. Hop. Alors, tout d'abord sur quelques données macro sur l'Espagne. Donc je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez déjà renseigné, mais en résumé très rapide, l'Espagne c'est la quatrième économie de la zone euro, avec une des croissances les plus dynamiques d'Europe. C'est l'année dernière, en 2018, la croissance était à peu près à 2,5. Donc l'Espagne est toujours en phase de récupération suite à la crise, mais la reprise est très dynamique ici chez nous. Une autre donnée importante, l'Espagne, c'est 46 millions d'habitants et 80 millions de touristes. L'Espagne d'ailleurs, c'est la deuxième destination touristique mondiale en valeur. Donc c'est une excellente opportunité aussi à saisir. Et par ailleurs, la France est le deuxième fournisseur de l'Espagne et le cinquième client de la France. Donc il y a déjà des relations bilatérales et historiques assez importantes vis-à-vis de la France. Donc ils sont assez friands en général les Espagnols de solutions technologiques en France et surtout un grand respect vis-à-vis de notre savoir-faire. Donc il n'y a pas de barrière, on va dire. C'est même plutôt une belle opportunité. Donc je passe rapidement sur cette slide. Donc je pense que Nolwenn vous l'enverra à la fin de notre webinaire. Alors, quand je présente l'Espagne, de manière générale, on présente ce pays comme le best value for money à l'export, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix pour un marché mature en Europe, surtout vis-à-vis de sa taille, des coûts à l'export, de la proximité et de la sécurité. Comparé à d'autres marchés comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, c'est souvent une destination qui est privilégiée par les startups ou les PME technologiques françaises de par la facilité en fait de développement. C'est souvent même une première destination pour beaucoup de startups françaises. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, c'est surtout euh, au niveau de la proximité culturelle. Il y a peu de différences vis-à-vis de la France, géographique. Et d'ailleurs, il y a à peu près, on recense à peu près 2000 filiales françaises en Espagne. Donc il y a déjà, comme je vous ai dit, une forte présence française ici. Il y a un écosystème aussi technologique qui est très mature, de plus en plus mature, avec beaucoup de startups. Et ça s'explique surtout par un marché du travail qui est assez flexible, une main-d'œuvre qui est ultra qualifiée et à bas coût, un impôt société qui est inférieur à celui de la France, des infrastructures de transport aussi de premier plan. On a la chance ici en Espagne d'avoir un réseau de TGV qui est parmi les plus performants du monde et deux aéroports qui sont dans le top 10 mondial, européen, pardon. Madrid en sixième position et Barcelone en septième. Et il y a aussi une donnée assez importante pour l'Espagne, c'est la porte d'entrée privilégiée vers un immense marché qui est l'Amérique latine. Donc on recommande souvent, si vous visez l'Amérique latine, de d'abord vous installer en Espagne, de développer quelques clients ici, parce que la plupart des grands groupes ici en Espagne ont une forte présence historique aussi en Amérique latine. Donc c'est souvent une porte d'entrée privilégiée qu'on va recommander. Enfin, on a constaté depuis l'année dernière que historiquement, en fait, les startups et les PME technologiques privilégient des nations qui ont toujours été privilégiées comme les USA ou la Chine.
Mais l'Espagne s'est placée en 2018 comme la deuxième destination la plus privilégiée par les startups et les scale-up françaises. Donc c'est une donnée assez intéressante. C'est la première destination européenne, on va dire, d'atterrissage des startups françaises. Alors sur la slide suivante, je vous ai fait un petit mapping en fait à titre de comparaison pour que vous compreniez bien les différences entre l'écosystème français et espagnol. Donc vous voyez ici sur la carte France, enfin la France vous connaissez bien. La différence, c'est que c'est assez centralisé en France. On recense 10 000 startups en France et la plupart sont situées à Paris, 45% d'entre elles. Alors en Espagne, c'est assez, comment dire, il y a des disparités régionales assez fortes. C'est-à-dire que on a deux hubs ici internationaux qui rassemblent le plus de startups. Barcelone en premier lieu, comme vous pouvez le voir ici, avec 34% des startups, donc à peu près 1200 en tout. Puis Madrid, qui est un hub assez important de par la présence historique des grands groupes. En général, les grands groupes sont répartis assez équitablement entre Barcelone et Madrid, mais il y a des forces, il y a certains secteurs qui sont assez représentés, comme l'industrie, le retail ou l'énergie. Et en général, c'est plutôt à Madrid que ça se passe, on va dire. Et depuis quelques années, on a deux hubs qui viennent de naître et qui sont en forte croissance aussi. Donc en troisième position, ce sera Valence. Et ça s'explique par la forte présence de grands comptes de retail, notamment Mercadona, qui est le premier retailer espagnol. Et donc, il y a naturellement beaucoup de startups qui ont développé les technologies pour la grande distribution qui sont installées dans cette ville. Et aussi Bilbao en quatrième position qui commence tout juste à se développer. Donc voilà, à retenir, c'est surtout, on a des communautés autonomes, on appelle ça ici, qui sont très diverses. Et c'est d'où la présence de ces deux hubs Barcelone-Madrid qui se répartissent équitablement les grands comptes et les startups. Mais on va dire que là, l'information à retenir, c'est plutôt que Barcelone est une ville de start-up. On a évidemment des grands comptes comme Desigual, dans le secteur de la mode, dans le e-commerce, dans le tourisme. Mais le business, on va dire, en général, se trouve quand même plus à Madrid avec des grands comptes industriels et de grande distribution. Voilà. Alors, à titre de comparaison, en Europe, l'Espagne est le seul pays qui a deux villes, les deux villes dont vous avez cité, Barcelone, Madrid, dans le top 10 des villes tech en Europe, et qui sont juste derrière Londres, Paris, Berlin et Dublin. Et d'ailleurs, les Espagnols ici disent souvent que si on rassemblait ces deux hubs, Barcelone-Madrid, l'Espagne passerait en troisième position juste derrière Londres et Paris. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de dynamisme en fait de l'écosystème technologique espagnol. Alors sur ce graphique, vous avez les levées de fonds qui ont été réalisées par les startups espagnoles ou certaines startups internationales qui sont implantées en Espagne sur les 4 dernières années. Donc vous voyez que là, ce sont des levées de fonds qui sont supérieures à 10 millions d'euros. Donc vous voyez un petit peu que l'écosystème est en plein boom ici en Espagne. Et notamment, on a assisté depuis 2018 à l'apparition de ce qu'on appelle deux licornes espagnoles, qui sont Cabify, qui est l'équivalent du Uber espagnol, et Letgo, qui, on va dire, est un équivalent du Boncoin en France. On a assisté aussi à deux levées de fonds records, encore une fois réalisées par Cabify en 2018 avec 130 millions d'euros levés, et Glovo, que vous connaissez sans doute, qui est spécialisé dans la livraison de produits de restauration. C'est l'équivalent d'un Deliveroo par exemple, et qui a levé 115 millions d'euros l'année dernière. À signaler aussi en 2016 le rachat de Privalia, qui est spécialisé dans les ventes privées dans la mode, par un groupe français que vous connaissez sans doute, qui est Vente Privée. Privalia jusqu'ici était le leader sur l'Europe du Sud, donc ils ont opéré un rachat en fait qui était validé en 2016 pour l'idée que Vente Privée se développe comme un leader européen. Alors au niveau des secteurs d'activité qui sont plus représentés ici en Espagne, traditionnellement on va dire que c'est le e-commerce et le tourisme qui est le plus fort, mais depuis l'année dernière, on a assisté à un boom en fait d'applications B2B, de marketing digital aussi, de réseaux sociaux, de big data. Donc vous voyez un peu la répartition ici. Et à signaler aussi que les applications mobiles sont très fortes aussi, surtout sur la ville de Barcelone. On a pas mal d'entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur-là, basées à Barcelone. Alors maintenant, la présence française en Espagne. Donc on a
surtout sur la ville de Barcelone, c'est surtout la ville privilégiée par les startups et les entreprises technologiques françaises. On d'ailleurs a signalé que la Barcelone a été labellisée French Tech Hub depuis 3 ans. Donc Barcelone fait partie des 12 villes à l'international qui étaient labellisées French Tech Hub. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a une forte présence de startups et d'entreprises technologiques françaises. On en recense à peu près 125 sur la ville de Barcelone. Et notamment le leader ici, on va dire la plus grosse entreprise, ça va être Criteo, que vous connaissez sans doute également, qui a décidé que Barcelone sera leur hub européen. Et on retrouve d'autres PME assez intéressantes comme Ubisoft, PrestaShop, Blablacar notamment, Drivey, et d'autres startups PME de taille un peu plus moyenne qui ont décidé de s'installer en Espagne et qu'on a notamment accompagné nous au Business France sur les dernières années. Donc je vous en dis quelques-unes, hein. Par exemple One Ragtime que vous connaissez peut-être, Deezer, Evitesti, et notamment Papernest qui fin 2018 a décidé également que Barcelone serait leur hub européen et qui a prévu le recrutement de 150 personnes à peu près sur la ville de Barcelone. Voilà. Donc une présence française assez forte quand même. Alors sur l'Espagne, on a aussi la chance d'avoir des grands groupes de premier plan qui sont cotés à l'IBEX 35, c'est l'équivalent du CAC 40 français, notamment le groupe Santander par exemple, qui est la première banque d'Espagne et la septième de la zone européenne. Un gros opérateur telco qui s'appelle Telefonica, qui est présent en Angleterre également et en Amérique latine. Inditex, bien sûr, l'ogre de la mode et du retail. Après, d'autres groupes plus spécialisés sur le BTP, par exemple ACS, qui est le troisième groupe au niveau mondial, et Abertis sur la gestion d'infrastructures autoroutières. Donc on a la chance d'avoir pas mal de grands groupes qui sont d'ailleurs en contact régulier avec nous et qui travaillent pas mal avec nous sur leur stratégie d'open innovation et qui demandent régulièrement des entreprises françaises parce que, comme je vous ai dit, il y a un vrai savoir-faire français qui est reconnu ici en Espagne. On a également sur l'Espagne pas mal d'incubateurs et d'accélérateurs. D'ailleurs, à signaler au niveau des accélérateurs, depuis quelques années, on a la présence de Numa qui a ouvert une filiale ici à Barcelone et qui se charge en fait de réaliser des projets d'innovation avec des grands groupes et qui sur des verticales assez spécialisées. Par exemple, ils travaillent avec Porsche sur l'automobile, donc ils font régulièrement des appels à candidature sur des technologies par exemple pour l'automobile. Donc ils sont bien implantés ici sur l'Espagne et collaborent très régulièrement avec des grands comptes. Après, tous les grands comptes ici en Espagne ont généralement développé des incubateurs. Par exemple, Telefonica, dont je vous ai parlé sur la slide précédente, a créé un incubateur qui s'appelle Wayra et qui travaille essentiellement sur des technologies, sur des startups qui sont plutôt jeunes et sur des projets sur les telcos. Mais tous les grands groupes ici, en général, ont leur propre incubateur et sourcent déjà des technologies assez intéressantes. Que ce soit des projets matures ou des projets ou des startups qu'on appelle early stage qui ont été créés depuis moins d'1 an. Donc eux, ils sont assez intéressés ils font également des appels à candidature assez fréquemment à tout moment de l'année sur des projets. Donc c'est une opportunité aussi pour les entreprises françaises. Après, comme je l'ai dit, ils sont plutôt sur des startups qui sont jeunes, mais c'est toujours intéressant de les contacter parce que ils sont intéressés aussi par des projets plus matures. Après, il y a beaucoup d'institutions publiques, notamment françaises, comme Business France, comme la Chambre de commerce, comme la French Tech aussi, qui sont présents. Donc c'est une opportunité pour vous de vous renseigner, de nous contacter, parce on est bien implanté ici en Espagne, mais ça peut être une opportunité aussi pour connaître ce qui se passe un petit peu en Espagne, pour développer votre activité commerciale. Mais vous avez aussi des institutions espagnoles sur chaque ville, Barcelone et Madrid, notamment la mairie de Barcelone qui mise beaucoup sur l'innovation, qui a vraiment pour intention de faire de Barcelone la ville technologique du sud de l'Europe, et a d'ailleurs ouvert avec des entrepreneurs privés l'équivalent d'un StationF parisien qui s'appelle Barcelone Tech City. Et donc toutes les startups les plus importantes d'Espagne d'ailleurs sont présentes là-bas à Barcelone Tech City, qui est un gros incubateur de startups ici à Barcelone. On a aussi également la chance en Espagne d'avoir des événements et des salons de premier plan, notamment le Mobile World Congress que vous connaissez probablement également,
qui est le plus grand salon mondial dédié aux industries telco et aux applications mobiles. D'ailleurs, nous, Business France, nous sommes présents chaque année. On accompagne à peu près une centaine d'entreprises françaises sur nos deux pavillons French Tech. Et l'idée, c'est de générer également des courants d'affaires sur ce salon. Également, à la même période, à la même période du Mobile World Congress, il y a le salon spécialisé startup qui s'appelle 4 Years From Now. Donc, le 4 Years From Now, donc l'idée, c'est d'avoir des startups qui, d'ici 4 ans, pourront aller sur le Mobile World Congress. Donc, c'est un salon qui est assez intéressant pour des startups un peu plus jeunes, on va dire. Et après, il y a d'autres salons assez intéressants comme le Startup Summit qui a lieu à Madrid en octobre et qui est vraiment le rendez-vous de tout l'écosystème technologique espagnol et international et qui vaut le coup, qui vaut le coup aussi d'y assister en tout cas. Après également à Barcelone, il y a un salon spécialisé Smart City parce que Barcelone est la quatrième ville Smart City en Europe. Donc c'est un salon mondial également et qui est assez intéressant pour toutes les technologies IoT sur des projets également de Smart City. À signer également, nous, Business France, on a un événement privé qui s'appelle French Tech Days où Iberia, où on va accompagner à peu près 18 startups ou PME technologiques sur tout secteur. Et l'idée, c'est d'accompagner ces entreprises-là sur de la prospection commerciale, et aussi sur 2 journées d'événements à Madrid et de générer des courants d'affaires. Donc je vous en parle parce qu'on a ouvert les inscriptions jusqu'au 30 avril. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, on peut également en parler. Et c'est un événement assez intéressant pour générer des courants d'affaires. Au niveau du B2B, je vous ai fait un listing aussi également des choses assez importantes à connaître vis-à-vis de l'Espagne, parce que même si c'est un marché qui est très proche culturellement, il y a quand même quelques différences à connaître. Et il y a souvent quelques entreprises que j'ai pu accompagner qui ont très bien compris comment ça fonctionne ici en Espagne, mais d'autres qui ont gardé, on va dire, leur réflexe un peu français. Et en tout cas, faut bien comprendre le marché. C'est un conseil que je vous donne avant de vous développer ici, parce il y a vraiment des opportunités. Ce serait dommage, en fait, de faire un faux pas et de rater une opportunité business ici. Donc, le plus important, comme j'ai pu vous le dire sur sur les slides précédents, c'est vraiment de vous appuyer sur les institutions françaises ou espagnoles qui sont présentes au local, comme BPI, comme Business France, comme la Chambre de commerce ou d'autres, parce on est vraiment bien implanté ici et ça peut être vraiment une opportunité assez intéressante pour vous avant de déblayer le marché et de faire un premier test des opportunités que vous avez ici en Espagne. Après, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur des partenaires ou des clients que vous avez peut-être déjà en Espagne qui peut vous ouvrir des portes. C'est aussi une opportunité, une chose qui est faite par beaucoup d'entreprises françaises qui se développent ici. Et encore un point vraiment important à retenir, s'il y a vraiment un point à retenir de ma présentation, c'est de bien prendre en considération les particularités régionales. Par exemple, sur la Catalogne, ça fonctionne pas de la même façon qu'à Madrid. Il faut bien prendre les réflexes de pensée régionale, que chaque communauté autonome fonctionne différemment. On va pas faire du business de la même façon en Catalogne comme au Pays Basque, comme à Madrid. Donc c'est aussi important de s'entourer éventuellement d'Espagnols natifs pour bien comprendre ça. Ensuite, ne jamais arriver en terrain conquis. Les Espagnols sont très chaleureux, comme j'ai dit. Ils adorent les technologies françaises. Ils ont un respect énorme pour ce qui est en fait en France et un savoir-faire. Mais une erreur qui est assez fréquemment commise par les Français, c'est le fait, en fait, d'avoir un certain succès en France et de penser que le marché est acquis en Espagne. C'est pas du tout le cas. L'Espagne aussi a beaucoup de technologies de plan international. Donc vous allez quand même devoir faire plutôt profil bas et essayer de vous mettre au niveau des interlocuteurs que vous allez voir en Espagne et d'essayer de pas commettre de péché, on va dire, d'arrogance, parce que on a quand même cette réputation-là ici en Espagne d'avoir de pécher par arrogance parfois. Donc essayez au maximum de faire profil bas et de respecter au maximum vos interlocuteurs. C'est très important aussi de faire preuve d'adaptabilité parce que vous allez souvent, ici en Espagne, d'avoir des réunions impromptues ou des événements de networking. Ça marche vraiment très bien ici en Espagne. Donc, l'important pour vous, c'est de vous adapter et surtout de considérer tous les événements que vous avez à votre disposition, tous les salons et surtout tous les événements d'afterwork, de networking que vous avez à votre disposition parce que beaucoup d'opportunités business passent par ces salons ou ces événements d'afterwork.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire sur cette présentation-là. Encore une fois, comme vous a dit Nolwenn, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en fin de webinaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des projets un peu plus concrets sur l'Espagne, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je pourrais vous aider, que ce soit commercialement ou sur des études de marché ou autre, ou simplement à titre d'information. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail ici et mon numéro de téléphone. Donc, je serai disponible pour vous répondre. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie beaucoup Merci. pour votre temps. Et Nolwenn, je te repasse la main. C'est à toi. Merci beaucoup. Je te laisse clore de ton côté les vidéos et le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Donc, comme le disait Kevin, en fait, je vais vous envoyer de toute façon à la suite de ce webinaire les slides et le replay aussi. Donc, vous aurez toutes les informations chez vous. Mais n'hésitez pas déjà à commencer, si vous avez des questions, à les écrire, parce qu'on les reprendra à la fin, mais commencez à les écrire. Et tout de suite, je passe la main donc à Maxime Cariou, le CEO de AMAX Consulting, qui est l'un de nos lauréats de cet appel à projet, mais d'une année précédente, et il va pouvoir revenir sur son expérience. Merci. Merci Nolwenn. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez? Bon, Très je bien. présume. Très bien, ok. On va avancer. Euh, donc voilà, je me présente. Je m'appelle Maxime. Donc je suis CEO d'une société qui s'appelle Emax Consulting. Donc, nous sommes basés à Paris, à Bruxelles et à Tunis. Donc on est spécialisé sur l'intégration de solutions ERP et digitales. On a créé notre société il y a 4 ans et demi. Donc on était deux au départ, on est aujourd'hui 130 collaborateurs. On devrait être entre 150 et 200 en fin d'année et donc voilà, donc une petite overview de notre société. Pour l'histoire, pour l'anecdote, donc moi j'ai fait un Erasmus en Espagne, donc étant plus jeune, à Séville, tout particulièrement. Donc c'est une région dont on n'a pas parlé tout à l'heure, enfin, que Kevin n'a pas cité parce que c'est vrai que Madrid et Barcelone bougent énormément. Mais il y a des initiatives aussi régionales qui sont hyper intéressantes et lors de mon Erasmus en Espagne, j'ai rencontré un entrepreneur aussi qui était en train de grandir et qui a une société qui s'appelle Technoservice dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais bon, au moins ça a été pour mes débuts une bonne occasion d'appréhender la culture et de comprendre un petit peu les codes. Voilà. Donc juste pour terminer l'overview sur notre société, AIMAX. Donc nous on a continué à évoluer donc en partenariat avec des acteurs internationaux. Notre premier partenaire étant SAP, donc un éditeur de solutions allemande. On a travaillé et on continue à travailler avec l'Espagne sur un projet de serveur qu'on a développé avec les équipes de ce partenaire et qui nous a permis d'être éligible notamment à une subvention européenne qui s'appelle la subvention Eureka. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Voilà, on a eu un accompagnement avec la BPI, on peut aussi se porter témoin à ce niveau-là. C'est vrai que c'est j'ai un accompagnement qui est très construit et de bons conseils. Donc voilà, je vous le conseille vivement et ça apporte toujours un plus, surtout quand vous créez une société from scratch avec pas beaucoup d'assets et que vous avez certaines choses à comprendre, c'est toujours bienvenu. Voilà, voilà. Ok, on va passer au slide suivant. Donc, pour vous parler en quelques mots de notre partenaire, donc Technoservice Espagne. Donc, Technoservice est une société qui produit des serveurs et des matériels informatiques pour le B2B. Alors, c'est une initiative locale, donc ils sont basés à Séville en Andalousie. Et j'ai beaucoup appris de ces gens-là au début, quand j'ai commencé à les côtoyer avant de créer ma société. Et on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est un échange réciproque, c'est-à-dire que on leur apprend aussi certaines méthodologies sur le marketing, les communications, digital selling, etc. Donc il y a un contact fort qui s'est lié, et puis on a commencé à travailler nos sujets. Alors eux, ils sont notamment fournisseurs du CERN en Suisse, donc des data centers du CERN en Suisse, et ils sont vraiment partis de zéro aussi. Et aujourd'hui, ils font partie des sociétés qui sont vraiment leaders sur leur marché. Ils vendent plus que HP en Espagne sur certaines gammes de produits, donc pour vous dire. Et c'est vrai qu'ils sont assez représentatifs de comment est-ce qu'une société espagnole bouge dans son pays, c'est-à-dire qu'ils sont très espagnols, très locaux, voilà, ils travaillent avec des entreprises espagnoles, peu à l'international encore, mais de plus en plus. Et donc voilà, capital 100% espagnol. Le projet commun qu'on a eu avec eux, c'était de développer un serveur SAP. Donc nous, on est intégrateur sur des solutions Core ERP. Et quand les clients nous appellent pour faire des gros projets de transformation chez eux et de mise en place d'outils de gestion globale, eh ben, on nous demande aussi de fournir bien souvent des solutions d'hébergement des softwares.
donc des serveurs, et on a dû monter une nomenclature toute particulière parce que les nouveaux produits d'SAP, donc notamment S4HANA, qui est un ERP qui se base sur une mémoire vive, big data, une memory, a besoin de grosses capacités serveurs. Et donc on a packagé une solution avec eux qu'on a travaillé, et donc on est arrivé à développer un premier produit. Alors on est en train de continuer à essayer de pousser les logiques parce qu'on voudrait aussi développer un OS, donc le propre système d'exploitation sur base Linux, pour s'affranchir de certaines solutions au marché, mais là, le gap est un peu plus difficile à franchir, donc on va voir si on y arrive, mais c'est un peu plus délicat. Tout état de cause, on a réussi à passer un premier step. Aujourd'hui, on propose leur offre dans nos réponses à appel d'offres, et on a un réel apport à ce niveau-là. Donc les apports réciproques, pour résumer, donc ça a été vraiment la diversification de notre offre, un avantage compétitif par rapport à nos concurrents en Europe et en Afrique, parce qu'on bouge de plus en plus sur l'Afrique francophone, sur des marchés émergents comme l'Algérie par exemple, la Tunisie qui commence à un tout petit peu bouger avec toutes les complications qui y sont, mais bon, on fait avec. Et puis l'Europe, donc qui continue à pousser malgré un taux de croissance relativement faible, mais bon, c'est des marchés qui restent hyper porteurs. Donc on a échangé tout au long de notre partenariat des bons procédés, comme je vous le disais. Eux avec leur code et leur dynamique espagnole, et puis nous avec nos best practices et notre vision franco-tunisienne, franco-belge aujourd'hui. Et donc on a aussi dynamisé nos équipes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nos jeunes collaborateurs apprécient de travailler dans un contexte international. Donc voilà. Okay. À savoir donc sur le partenariat qu'on a monté, j'ai commencé à vous expliquer un petit peu quel était l'apport de la BPI, mais la BPI cadre énormément de choses dans un partenariat à l'international, alors aussi bien avec l'Espagne qu'avec d'autres pays d'ailleurs. À savoir que la BPI a validé les contrats, le contrat de consortium et d'accord de collaboration avec ces sociétés. Donc c'est une société partenaire que je connaissais bien, mais malgré tout, il fallait quand même formaliser. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi avec les partenaires espagnols. C'est comme tout partenaire international d'ailleurs, mais c'est vraiment hyper formaliser vos échanges, les cadres de gestion de vos travaux, et puis avancer. Voilà, donc comme vous le disiez Kevin, parler espagnol et anglais, c'est vraiment fortement recommandé. Espagnol plus plus. C'est vrai qu'en Espagne, on aime bien parler espagnol. En plus, c'est une langue qui est plutôt agréable à parler. Donc, essayer de privilégier ça. Avoir une sensibilité culturelle et linguistique, comme je vous le disais, mais culturelle aussi, parce que c'est vrai que les Espagnols ont une identité forte et qui se retrouvent dans le business aussi, donc il faut savoir se faire écouter. Et amener de manière délicate aussi ses idées et se positionner dans le partenariat. Voilà. Quoi d'autre voilà, les difficultés rencontrées. Donc l'intégration de nos équipes, parce que c'est vrai que quand les équipes ne parlent pas forcément bien anglais ou espagnol, il faut trouver, faut développer leurs skills et puis trouver les méthodologies qui vont bien. Nous adapter aussi aux méthodologies de travail espagnoles qui sont plus proches des cultures du Sud, hyper Sud. Donc il faut aussi comprendre et s'adapter. Et puis lier nos équipes pour leur faire comprendre ce gap culturel, parce que c'est souvent sous-estimé, que ce soit avec l'Espagne ou avec un autre pays. Il faut vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour bien fitter et avancer, en fait, tout simplement. Voilà, Kevin vous le disait aussi, vous l'avez cité dans un de ses slides, établir un contact de proximité, être en présence sur les premières réunions, et puis développer le lien social en dehors du travail. C'est vrai que les Espagnols aiment beaucoup se retrouver en extérieur, et il y a toujours un aspect très festif en Espagne, donc il faut le privilégier aussi, comme dans tout business, et dans tout bon business, il faut développer un lien de confiance et de proximité qui permet après d'être à l'aise et puis de bouger les lignes. Voilà. Donc mes autres conseils, donc surtout ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'en Espagne c'est un pays hiérarchique, c'est-à-dire que les décisions sont prises essentiellement par les dirigeants, qui plus est dans des PME ETI, donc tout passe par le patron. Après c'est ma perception, c'est pareil, chaque entreprise a aussi son identité et sa façon de bouger, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. La culture d'entreprise est très forte, donc incarnée aussi par le dirigeant, mais il y a toute une logique qui va avec.
Et juste pour, voilà, après je vais pas m'étendre beaucoup plus que ça, mais oublier les croyances et les a priori sur la culture espagnole. Souvent on entend dire en France que les Espagnols, bon, travaillent pas beaucoup, voilà, les fameux horaires espagnols, etc., avec le déjeuner à 15 heures, etc. Mais en fait, les initiatives, enfin, tout à l'heure, on vous le disait, hein, il y a l'économie espagnole est en train de booster à fond, et il y a des leaders sur ce marché qui aujourd'hui y sont arrivés, mais pas innocemment, hein, avec une rage et une détermination, parce qu'ils, suite à la crise qu'ils ont connue et à toute l'histoire de l'Espagne d'ailleurs, ça se fait pas comme ça. Et donc ça, faut vraiment oublier ça et puis comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Bah, c'était voilà, en quelques mots notre feedback sur le partenariat qu'on a monté et qu'on continue à monter. Et voilà, bah, je vous remercie. Et puis bah, voilà, je vais repasser la main à Nolwenn peut-être, c'est ça? Oui, parfait. Merci beaucoup. Ok. Effectivement, c'était Je ferme. une présentation. Oui, la Hmm. vidéo. Ouais, je ferme ma vidéo. Ok, Voilà. crac. Et mon Merci. micro. Merci beaucoup. Oui, je disais, c'est vraiment une présentation qui arrive vraiment en complément de celle de Kevin avec de bons tips, donc merci beaucoup. On va passer tout de suite à l'explication assez brève de notre programme avec le CDTI. Donc, hop, je change la slide. Voilà, donc comme le mentionnait Maxime, en fait, il y a deux niveaux d'objectifs de notre côté. Maxime, vous avez remis votre micro. Attendez, je vous l'enlève. Donc il y a vraiment deux niveaux je le enlève, c'est bon, voilà, pardon. Donc il y a deux niveaux d'objectifs. L'objectif principal pour nous, c'est vraiment faciliter le développement ou l'adaptation d'un de vos produits, services ou d'un procédé industriel avec des fins de commercialisation rapides par la suite en Espagne, mais après, comme on le disait, c'est une porte vers l'Amérique latine ou vers même l'Europe tout simplement. L'objectif étant que vous profitiez des connaissances de votre partenaire pour déverrouiller ces derniers verrous technologiques que vous n'auriez pas pu déverrouiller seul. Et le deuxième niveau d'objectif, et là je reprends les apports réciproques dont parlait Maxime, c'est pour nous de faciliter votre accession au marché plus international, votre développement à l'international, mais aussi vous offrir des assets que vous n'auriez pas eu en restant en France, en développant par transfert technologique un nouveau produit. Donc voilà, donc à quoi correspond le programme BPI France CDTI? Donc les conditions d'éligibilité sont assez larges. C'est un programme qui vise plutôt les petites et moyennes entreprises, mais de moins de 2000 employés, ce qui n'est pas vraiment la définition européenne, ce qui est très très large. En Espagne, vous allez même avoir certaines aides pour des grands comptes ou des centres de recherche. Évidemment, les pourcentages ne seront pas les mêmes que pour les petites et moyennes entreprises, mais sachez que c'est possible. Nous nous sommes ensuite accordés sur un projet proche du marché. Comme je vous le disais, l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'accélérer le partenariat technologique que vous auriez pu faire sinon par vous-même. Et donc l'objectif, c'est qu'on ait un niveau de TRL assez élevé, qui soit vraiment dans de la recherche appliquée et une commercialisation rapide de votre projet. Donc on va cibler plutôt des projets de 2-3 ans. Et enfin, un consortium, et c'est logique, d'au moins une entreprise française et une entreprise espagnole, sachant que vous pouvez tout à fait être plus nombreux, plus d'entreprises espagnoles et ou plus d'entreprises françaises, mais aussi une autre nationalité. Simplement, il est évident que ni BPI ni CDTI ne financera des entreprises qui ne sont ni françaises ni espagnoles. Concernant le financement, voilà. Du côté BPI France, nous avons deux types d'aides. L'une arrive en fait plutôt en amont du partenariat technologique. Il s'agit de l'aide au partenariat technologique. À ce moment-là, en fait, c'est une aide sous forme de subvention et plafonnée à 20 000 euros qui a pour objectif de prendre 50% des coûts de montage de votre partenariat. C'est-à-dire que ça va arriver avant l'aide vraiment dans ce cadre. Ça va être l'aide que l'on va pouvoir vous fournir pour tout ce qui est études de marché, prospection pour trouver donc un partenaire, et aide juridique pour monter un contrat ou sécuriser des droits intellectuels. Donc voilà, ça va vraiment être une aide qui peut arriver en amont. Ensuite, donc, le vrai financement, entre guillemets, de ce partenariat, ça va être l'ADI, l'aide pour le développement de l'innovation, qui, chez BPI France, est une aide en avance remboursable, qui peut monter jusqu'à 65% de vos coûts, et qui peut arriver à un montant de 3 millions d'euros. Et du côté CDTI, voilà. Du côté CDTI, le financement est légèrement différent. Il s'agit en fait d'un financement mixte
entre subvention et avance remboursable, qui peut aller jusqu'à 70% des coûts de l'entreprise. En moyenne, on est plutôt à 50%. Mais voilà, la seule différence, c'est que ce sera un financement mixte. Au niveau des coûts qui sont éligibles, comme je vous l'expliquais, nous on est vraiment là pour vous aider à développer un nouveau produit. Donc les coûts de financement, les coûts éligibles pour notre financement vont vraiment s'attarder sur tout ce qui est recherche et développement, prototypage, test en tout genre. En revanche, à partir du moment où vous avez votre produit terminé, fini, et qu'il ne vous reste plus qu'à l'industrialiser et le commercialiser, là, ce ne seront plus des coûts pris en compte d'un côté comme de l'autre. Au niveau du processus de sélection des projets, donc vous allez normalement trouver sur notre page AAP, donc appel à projet CDPI, mais chez CDTI aussi, le formulaire à remplir qui sera le même en anglais au départ, que vous allez remettre à chacun des deux organismes de part et d'autre. Et l'évaluation va d'abord être indépendante, puis de concert à la fin pour décider de la sélection des projets. Vous avez ici les deux deadlines, parce que nous avons deux appels à projets. Le premier terminera le 10 avril, le deuxième le 31 octobre. Et nous nous engageons ensuite à vous donner une réponse sous 2 mois. Voilà, et pour terminer rapidement et puis passer aux questions, quelles sont les clés de réussite d'un projet pour nous? C'est assez logique, somme toute. De la clarté d'abord, puisque votre objectif, ça va être de nous convaincre que votre projet est le bon, que son caractère innovant est intéressant pour la société ou pour l'industrie. Donc voilà, ça va être de la clarté avant tout. De l'équilibre ensuite, puisque nous avons tout intérêt, et vous aussi, à avoir une relation équilibrée avec votre partenaire, que ce soit au niveau humain, financier ou technologique, comme c'est écrit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... L'objectif, c'est que votre relation dure, qu'il y ait à la fin des conclusions très concrètes. Donc vraiment, l'objectif, c'est que dès le départ, comme le disait Maxime, vous ayez un contrat avec tout écrit, que chacun sache ce qu'il a à faire et que tout soit équilibré. De l'ambition quand même, puisqu'on travaille en innovation. Bien sûr, il est intéressant que vous soyez crédible et pas partir non plus dans des choses improbables. En revanche, il est intéressant également d'avoir beaucoup d'ambition lorsqu'on travaille en innovation, puisque, encore une fois, il va falloir que vous nous montriez à quel point votre innovation est innovante, à quel point c'est quelque chose enfin, nous expliquer à quel point c'est important pour vous d'utiliser ces aides pour votre internationalisation. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer sur ce point. Et enfin, de la stabilité, c'est évident. Comme je vous le disais plus tôt, le financement BPI France est une avance remboursable. Donc nous avons besoin à la fois pour le financement et aussi pour choisir ce projet en se disant qu'il va y avoir des fins concrètes, encore une fois, de stabilité de votre part. Donc nous montrer que l'entreprise est viable, que les fonds propres sont suffisants pour qu'on vous prête l'argent dans le cadre de ce programme. Voilà pour une rapide présentation. Donc on va passer aux questions. Donc il n'y en a pas eu pendant que nous parlions, mais n'hésitez pas à les écrire tout de suite et nous y répondrons. S'il y en a, parce que c'est vrai que nous avons eu des présentations très complètes. Du coup, je profite pour dire qu'il est évident que vous pouvez nous écrire. Peut-être, si Maxime le permet, je vous enverrai également ses coordonnées lorsque je vous enverrai le replay et les slides. Parfait. Ouais, voilà, donc vous les avez directement là, mais je les ajouterai à la présentation lorsque je vous l'enverrai. Alors, combien de temps faut-il pour monter un partenariat technologique? Ça dépend du projet de départ, évidemment, de notre côté. Donc, on a cette aide qui peut vous aider à le faire. Ça va dépendre des contacts que vous avez déjà dans le pays. Ça va dépendre de vos projets, de votre domaine aussi, puisque vous allez trouver plus ou moins d'intérêts ou de personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer. Mais peut-être que je vais laisser... alors Maxime a eu de la chance, il avait rencontré déjà son partenaire avant, mais peut-être parler du coup du montage de projets ensemble. Euh, Oui, Maxime. oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est vrai que en fait, en règle générale, ce que je conseille, c'est vraiment de choisir un partenaire qui vous ressemble. C'est-à-dire que si vous travaillez à la cool, ben lui il travaillera à la cool. Si vous êtes hyper réactif, hyper déterminé, engagé et que vous voulez aller vite, trouvez quelqu'un qui vous ressemble. Tout est relatif. Après, vous avez des temps de traitement administratif côté BPI, côté tout investisseur d'ailleurs. Et voilà quoi.
C'est bon, Timothée? D'autres questions? Très bien, merci. Et peut-être si Kevin a quelque chose à ajouter. Oui, bah, effectivement, ça peut être très variable en fait. La durée d'un partenariat techno, ça dépend du profil du partenaire, comme a dit Maxime. Ça dépend de pas mal de choses, de pas mal de facteurs. Donc c'est assez variable en général. Voilà, et j'ajoute, comme je le disais, nous, l'objectif, on a bien conscience chez BPI qu'on travaille avec des startups, des PME, donc chaque semaine qui passe est quand même très importante. Et c'est pourquoi on a fait en sorte, et c'est pour ça que nous avons aussi 2 appels à projets pour pouvoir répondre plus rapidement, d'avoir des réponses sous 2 mois de notre côté, du côté des 2 organismes, afin de commencer au plus vite une fois que le projet est déposé. Donc ça peut aller très vite du côté de notre côté à nous en tout cas. Alors je vois que Timothée est encore en train d'écrire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors ça, peut-être que je vais vous laisser répondre parce que c'est pas vraiment une question financement, donc Kevin ou Maxime. Bah, bonne question, mais en fait, ça dépend pas vraiment de votre niveau de développement, c'est surtout au niveau de l'attractivité qu'a votre produit ou votre offre. Les entreprises ici en local, elles font pas vraiment attention à votre niveau de maturité en France ou à l'international. Ça peut être très bien, l'Espagne, ça peut très bien être un premier pays pour vous, mais c'est pas un argument rédhibitoire, on va dire, pour monter un partenariat. Ils vont surtout regarder comment vous fonctionnez, si c'est intéressant pour eux, s'il y a une vraie opportunité, si la techno est vraiment intéressante. Ils vont pas s'attarder vraiment sur votre niveau de maturité internationale ou en France. Si le projet est bon, ils vont y aller. Mais c'est pas vraiment un argument rédhibitoire, on va dire. Merci. Maxime, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pendant que Fanny Oui, lance juste, sa vidéo? non, je suis d'accord avec ce que disait Kevin. Le seul truc, c'est qu'il faut que juste comprendre que pour enfin, faut avoir 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention en règle générale. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne en France. Après, bon, il y a des investisseurs, des groupes industriels qui sont pas forcément obligés de suivre la consigne, mais voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Alors, donc nous avons une nouvelle question. Quel secteur en développement à Bilbao? Donc là, je pense que c'est Kevin qui sera le plus à même de répondre. Et je pense que c'est pour moi. Ouais. Alors Bilbao, c'est une ville assez industrielle. Donc il y a pas mal de projets sur l'industrie, il y a aussi pas mal d'opportunités dans le retail parce il y a quelques entreprises dans la mode notamment qui sont présentes. Donc c'est plutôt industrie et mode, je dirais, à Bilbao. Je sais pas si j'ai Parfait, bien merci. répondu à la question, Fanny. Parfait. Alors, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire directement. Si vous avez en tête un projet en lien donc avec l'Espagne, un partenariat technologique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour prendre rendez-vous avec nous et que nous puissions discuter de votre projet chez BPI France. Vous avez notre adresse puisque, mais de toute façon, je vais vous réécrire pour vous envoyer les slides et la présentation. Voilà. Si vous avez un mot à ajouter, Kevin ou Maxime, et sinon, on s'arrête là. Non, mais Juste, merci pour l'invitation. Puis n'hésitez pas à me contacter. Voilà. bah, même chose, merci à tous et j'espère que vos projets se dérouleront bien en Espagne. N'hésitez pas à nous contacter également si vous avez la moindre interrogation sur le marché espagnol. Et comme a dit Maxime, à bas les idées reçues sur l'Espagne. Effectivement, quand les horaires de travail sont parmi même les plus importants d'Europe, ils finissent en général vers 20h, 21h. Donc l'idée de la sieste espagnole, c'est pas du tout ça l'idée. C'est justement un pays où on travaille énormément. Voilà, si je peux partir sur une note positive sur l'Espagne. Parfait. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et ben on vous retrouve si ça vous intéresse, parce que c'est très différent. Notre prochain webinaire sera sur l'industrie 4.0 en Allemagne à la fin du mois. Voilà. Merci à tous. Au revoir.